Europe Matin, Patrick Cohen. Et à la une ce matin, l'appel au secours des Syriens bombardés sans relâche par le régime de Bachar al-Assad. Arrêtez le massacre, 100 morts en 24 heures, 100 civils, dont une vingtaine d'enfants, du jamais vu depuis 2015. Tout cela dans un grand silence international. Seule l'ONU cette nuit a appelé à mettre fin à cette souffrance humaine insensée. En France, la réforme de la SNCF continue de crisper les syndicats, pas du tout rassurés par leur rendez-vous avec la ministre hier soir et qui s'apprête à lancer une grève unitaire. On le verra à 8h15 avec notre invité, le leader de la CGT, Philippe Martinez. Comment allons-nous nous déplacer à l'avenir ? Faut-il maintenir le chemin de fer partout où il existe ? Quelle solution alternative ? Ce sera l'enquête du 8h avec Pauline Jacot. Dans ce journal, l'entrée de Simone Veil au Panthéon, cérémonie prévue début juillet. En Vendée, des collégiens privés d'autocars pour rentrer chez eux parce que leurs parents n'avaient pas payé la facture. Et puis les JO pour les patineurs Papadakis et Cizeron, ce sera l'argent. Ils n'ont pas réussi à rattraper leur retard de la veille. Cela fait 12 médailles françaises. C'est sans doute l'un des pires carnages depuis le début de la guerre que mène le régime syrien contre ses opposants. Et comme à Alep, le théâtre des opérations n'est pas un champ de bataille, c'est une ville prise sous un déluge de feu. Une ville, ça de la Ghouta orientale, enclave rebelle près de Damas, où tente de survivre Jian Bergaoui, une population nombreuse, affamés et terrorisés. Oui, ils sont 300 à 400 000 civils piégés dans ce quartier de la Ghouta orientale, assiégés par les forces du régime. Depuis 40 heures, les raids aériens s'intensifient et les bombardements ont déjà fait 100 morts sur la seule journée d'hier. C'est le pire bilan depuis 2015. Et des bombardements sans relâche, témoigne Moyeb, un jeune Syrien coincé dans cette zone. Je ne peux plus sortir parce que nous sommes assiégés, toutes les issues sont fermées. J'ai une famille et j'ai très peur. Je vous parle depuis mon balcon, mon appartement n'est pas assez sûr. Vous avez entendu, il y a beaucoup d'avions et de bombardements. Une situation dramatique, déplore Michel Morzière du collectif pour une Syrie libre et démocratique. Cette ONG française est en lien permanent avec des civils sur place. Sur une seule ville comme la ville de Saïba, on parle de 100 obus par heure. On parle de missiles, on parle de barils, on parle de bombes. Là se prépare une catastrophe humanitaire, enfin, si on laisse faire. Ce collectif vient d'écrire à Emmanuel Macron pour lui demander d'appeler le régime syrien à stopper les bombardements et à laisser passer l'aide humanitaire. Mais pour le moment, ce conflit se déroule, à l'exception de l'ONU, dans un grand silence international. Jian Bergaoui, catastrophe humanitaire, effectivement. À l'étranger encore, l'ONG britannique Oxfam présente ses excuses au peuple haïtien pour les dérives sexuelles de certains de ses employés. Nous sommes venus à Port-au-Prince exprimer notre honte, a déclaré hier soir en Haïti l'un des directeurs d'Oxfam. Europe 1, 8h03. La politique en France, c'est encore Laurent Wauquiez qui fait des cartons, comme à la fête foraine. Après son cours du jeudi, l'émission quotidienne de Yann Barthès a diffusé hier soir des extraits de son cours du vendredi devant les élèves d'une école de commerce de Lyon. Piégé comme un bleu ou alors suprêmement machiavélique. Mais dans quel but ? Le président des Républicains y dézingue Valérie Pécresse, qui ne fait que des conneries. Alain Juppé, qui a cramé la caisse et fait exploser les impôts à Bordeaux. Ou encore les députés d'En Marche, traités de guignols. Vous croyez qu'un parlementaire a le moindre pouvoir aujourd'hui ? Vous avez vu les guignols d'En Marche, là, ils sont tous avec le petit doigt sur la couture, ils doivent tous voter la même chose. Quand ils osent apporter la moindre dissonance, ils se font taper dessus avec une matraque, il n'y a aucun équilibre des pouvoirs en France. Donc il y a une dictature totale en France. L'alignement entre l'exécutif et le législatif, c'est une vaste foutaise. Laurent Wauquiez qui dézingue aussi, ce qui ne manquera pas de faire réagir Philippe Martinez, les partenaires sociaux de sa région, les syndicats qui ne touchent plus un centime, et aussi le MEDEF et la CGPME qui ne veulent qu'une chose, encaisser l'argent. La CGT toujours mobilisée contre la réforme de la SNCF qui pourrait découler du rapport Spinetta, rapport qui pose la question du maintien des petites lignes, en réalité les moins fréquentées, et qui juge impensable de consacrer 2 milliards d'euros pour 2% des voyageurs. Alors quelle solution alternative ? Comment se déplacer demain ? C'est l'enquête du 8h. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour. Pauline, la priorité affichée par l'État et le ministère des Transports, c'est d'agir dans les zones rurales. Exactement. L'idée, c'est de faire du cas par cas, s'adapter à la demande pour désenclaver les territoires ruraux, dit Elisabeth Borne. Ne pas faire du transport de masse, c'est-à-dire du train, quand il n'y a qu'une dizaine de personnes à bord. Première solution, développer les navettes autonomes sans conducteur dans les campagnes, aux abords des petites villes. Aller chercher les habitants, non pas juste devant leur porte, mais près de chez eux. C'est en train d'être testé par EasyMile, une start-up toulousaine dirigée par Gilbert Gagnère.
Imaginez qu'on crée une sorte d'arrêt de bus tous les 100 mètres ou tous les 200 mètres et qu'on fasse la même chose du côté des destinations, le supermarché, le médecin, le pharmacien, le centre du village, etc. C'est quelque chose qu'on imagine dans les 3 à 5 ans. En attendant, il faut continuer les tests et obtenir de l'État tous les aménagements nécessaires, comme par exemple des feux de signalisation connectés. Il y a aussi des solutions plus classiques, Pauline, des solutions qui existent déjà. Oui, le covoiturage organisé par des opérateurs privés, Blablacar par exemple, mais aussi du covoiturage développé avec les régions. Les Hauts-de-France travaillent en ce moment avec le groupe Transdev pour former des communautés de covoiturage, mais aussi du service de transport à la demande. Cathy David est en charge du projet chez Transdev. C'est un transport qui peut être réservé jusqu'à 2 heures avant auprès d'une plateforme téléphonique. On réserve son transport pour circuler d'un arrêt à un arrêt, pour se rendre à Maubeuge, à Valenciennes ou à Lille. Ça reste du transport collectif, donc on peut se retrouver avec une autre personne dans le véhicule pour effectuer ce transport à l'échelle de la communauté de communes. Donc tout ça, Pauline, ce sont des solutions qui sont applicables partout en France, mais il y a aussi des idées spécifiques pour les lignes de chemin de fer qui pourraient disparaître. Oui, prenons l'exemple de la ligne qui va d'Abbeville dans la Somme jusqu'à la ville du Tréport en Seine-Maritime. Ce sont 40 km de rails qui ne voient passer que 6 trains par jour. Ça coûterait 40 millions d'euros pour rénover cette voie. Et bien dans ce genre de cas, dit-on du côté du ministère des Transports, pourquoi ne pas transformer ces lignes en voies dédiées aux véhicules autonomes? Ce sont des pistes de réflexion qui vont être discutées, négociées avant d'être inscrites dans la prochaine loi de mobilité. Une loi qui doit voir le jour en avril prochain. Merci Pauline Jacot pour l'enquête du 8h. Et à propos de transport, il faut qu'on vous raconte cette histoire assez stupéfiante en Vendée, où une trentaine de collégiens ont été interdits de rentrer chez eux en autocar, repoussés par des agents de la région Pays de la Loire. Non, vous ne montrez pas, parce que leurs parents n'avaient pas réglé la facture en temps et en heure. Reportage sur place à Esnay, François Coulon. Pas de règlement, pas d'accès aux cars scolaires. La trentaine de collégiens recalés sont restés sur le trottoir à la sortie des cours. Indignation du président de la FCPE de Vendée, Mathias Tribalo. Ils ont été empêchés par des agents qui sont venus faire un contrôle. Ils se sont vus refuser l'accès devant tout le monde. On est en colère sur la façon dont ça s'est passé, parce que ça stigmatise fortement les élèves. Il y a eu d'autres collégiens qui se sont moqués d'eux. Enfin voilà. Donc ça, on ne peut pas le tolérer à une sortie d'un établissement scolaire. Les parents mauvais payeurs n'ont pas été pris en traître, se défend l'élu vendéenne déléguée au transport scolaire Nathalie Gosselin. Il y a vraiment des vrais défauts de paiement. Il y a eu énormément de relances. Des courriers, il y a eu des recommandés. Ça peut paraître un peu radical, mais il y a un moment, il faut bien faire quelque chose. Alors moi, je trouve ça dommageable pour les enfants, mais il faut aussi que les familles prennent leurs responsabilités. Vous ne regrettez rien? Ben non. Il y a des familles qui payent. Pourquoi il y aurait des familles qui payent pas? Montez dans le train sans billet, vous allez voir ce qui se passe. Les parents incriminés ne seraient pas en difficulté, affirme la région. Il s'agirait simplement de négligence sanctionnée sans état d'âme. Esnay, François Coulon, Europe 1. À 8h09, la suite des journaux. Patrick Cohen. L'addition s'alourdit pour les propriétaires de résidences secondaires. Daniel Fortin, vous nous parlez d'une surtaxe d'habitation, c'est le nom. En réalité, c'est un impôt sur les résidences secondaires dont le taux est en train de s'envoler dans plusieurs grandes villes. Oui, elle devrait passer de 20% à 60% à Nice ou à Saint-Nazaire, de 20 à 50% à Bordeaux. Elle devrait doubler à Saint-Jean-de-Luz pour atteindre 40% cette année. Pour le contribuable, c'est quand même une facture supplémentaire qui peut atteindre 150 €. Alors d'où vient-elle, cette taxe dont on avait un peu oublié l'existence? Eh bien, elle a été instaurée sous la présidence de François Hollande. Le but était alors d'endiguer la déferlante de Airbnb dans les villes en dissuadant les propriétaires de multiplier l'achat de logements pour les louer via cette plateforme. Pour le faire, on avait donc trouvé l'idée de cette surtaxe d'habitation. Mais cette surtaxe va-t-elle survivre à la suppression de la taxe tout court, la taxe d'habitation promise par le gouvernement? Eh bien oui, plusieurs élus font déjà le siège de Bercy pour qu'elle soit sauvée en fusionnant avec une autre taxe, celle sur les logements vacants. Ce lobbying très œcuménique émane d'élus de tous bords, aussi bien communistes que républicains. Une belle union sacrée, car il faut dire que derrière ce prétexte de lutter contre Airbnb, c'est bel et bien une façon pour les communes de compenser la baisse des dotations de l'État avec de nouvelles recettes. En tout cas, vu l'empressement des maires à augmenter les taux, on sent que cette hausse ne sera pas anecdotique. Daniel Fortin des Échos, votre journal qui fait sa manchette ce matin sur le jackpot de la taxe sur les résidences secondaires. Simone Veil entrera au Panthéon le 1er juillet prochain, 1 an et 1 jour après son décès. Elle y reposera aux côtés de son époux Antoine, décédé lui en 2013. La date a été annoncée par l'Élysée hier soir. Simone Veil sera la 5e femme seulement inhumée au Panthéon et la première rescapée de la Shoah. C'est dans un camp de la mort d'ailleurs qu'elle avait rencontré Ginette Kolinka, devenue son
son amie. C'est bon de le savoir que ça y est, c'est fixé, parce que c'est une très grande amie que j'ai perdue. Moi, je trouve que c'était sa place. Elle a fait tellement, et bien maintenant, ça y est, ça va être fait. Et je suis contente pour elle. Je suis contente pour ses enfants aussi, parce que vraiment, ils avaient une mère extraordinaire. C'était vraiment quelqu'un de super, cette Simone. Elle mérite ça. Pour moi, d'ailleurs, elle était sur un piédestal, et même si elle n'avait pas fait toutes ces choses-là, de toute façon, je l'admirais. Ginette Kolinka au micro de Pierre Herbulot. Autre inhumation en vue, la mairie de Paris, après avoir plusieurs fois refusé, accepte que l'académicien Michel Déon repose dans la capitale. Hier, une centaine d'écrivains avaient signé un texte pour redemander à Anne Hidalgo de revoir sa position, ce qui est donc fait. Les JO avec 2 nouvelles médailles d'argent pour la France, argent bonheur pour Marie Martineau en ski halfpipe et argent amer pour le duo Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Corinne Boulou, vous êtes en direct de Pyeongchang. Le couple français était pourtant favori. Oui, mais leur sourire crispé sur le podium de la patinoire tout à l'heure en disait long, Patrick, sur leur frustration, même s'ils s'en défendaient ensuite. C'est vrai aussi que ce titre olympique s'est finalement joué à un fil, celui de la robe de Gabriela Papadakis qui a cédé hier dans le programme court. Cet incident leur a finalement coûté très cher parce qu'aujourd'hui, les 2 jeunes patineurs ont délivré le meilleur programme libre de leur carrière, devançant même les Canadiens sur cet exercice, sans compter la présence controversée d'une juge canadienne dans le jury qui a donné évidemment un petit coup de pouce aux siens. Mais au final, il aura manqué 79 centièmes de points. Ce n'est rien pour glaner cet or olympique dont ils rêvaient. Leur entraîneur Romain Haguenauer reconnaît que ses protégés ont frôlé l'exploit. Dorénavant, on mettra un triple verrou à toutes les tuniques, mais sans cette erreur-là, il y avait 1,5 de plus et puis ça le faisait ce soir. S'ils continuent à ce niveau-là, ils peuvent devenir les danseurs sur glace les plus titrés de l'histoire. Donc très très fiers de leurs premiers Jeux Olympiques. Ouais, c'est vrai que les Auvergnats de 22 et 23 ans, double champion du monde, quadruple champion d'Europe et désormais vice-champion olympique, ont tout l'avenir devant eux, Patrick. Corinne Boulou en direct de Pyeongchang pour Europe 1. Merci beaucoup, Corinne. Europe